Alors, Bismillah. Donc, on va commencer. Je me présente d'abord. Donc, je suis Madame Mekahlia Fatma Zahra, donc enseignante au niveau de la faculté d'informatique de notre université. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une séance d'introduction, d'accord, au module d'entreposage et intégration de données massives. Donc, on va voir à peu près une introduction générale sur l'intégration de données, ainsi que le plan de cours et celui de TP. Donc, je suis le chargé de cours et le TP. Donc, je vais assurer avec vous le TP aussi. Donc, en ce qui concerne le cours, donc le cours est divisé ou bien est présenté dans 3 chapitres, d'accord? Donc pour le premier chapitre, on va voir l'intégration de données. Donc comment on intègre les données hétérogènes. On va voir c'est quoi les données hétérogènes, d'accord? Donc le premier chapitre est consacré à l'intégration de données. Donc, on va voir l'entreposage de données ainsi que les ontologies, donc, qui permet d'intégrer les données hétérogènes. Dans le deuxième chapitre, on va voir des notions de base sur le big data, d'accord, ainsi que les architectures ad hoc. Donc, nous avons des définitions, bien une introduction au big data. On va voir aussi le MapReduce, on va voir Hadoop et le Hive. Dans le dernier chapitre est consacré pour les données biologiques dans le cloud. Donc on va voir à peu près des définitions de base de cloud computing et on va voir la cloudisation des données en biologique, ou bien les données biologiques, d'accord? Et nous terminons par étude d'un cloud de données biologiques qui est IFB Cloud. Donc, c'est le plan de notre cours, d'accord? En ce qui concerne le TP, dans le TP, donc on va si vous voulez étudier quelques outils qui permettent l'intégration de données hétérogènes, d'accord, qui permet l'alimentation d'un data warehouse et qui permet de visualisation des données pertinentes en utilisant des outils de visualisation, d'accord. Donc, dans le TP, donc, on va réaliser, si vous voulez, des ateliers, d'accord? Des ateliers pour manipuler des outils, d'accord? Ainsi qu'un projet, c'est-à-dire pour moi, je vais vous présenter des ateliers et à votre niveau, vous devez appliquer ce que vous avez étudié au niveau de l'atelier dans votre projet de TP. Donc, dans la première séance, je vais vous présenter un panorama sur les outils utilisés. Donc, je vais vous présenter les outils utilisés ainsi que les liens de téléchargement et comment vous allez installer ces outils-là. Ensuite, je vais vous présenter le TP ou bien le projet à réaliser. Donc, vous avez un TP à réaliser pendant le semestre, d'accord? Ensuite, nous allons commencer à apprendre comment réaliser la conception d'un entrepôt de données. Par la suite, on va commencer les ateliers, donc un atelier sur Talent Open Studio, donc c'est un ETL. ETL, c'est-à-dire ETL, c'est l'acronyme de Extract, Transform and Loading, c'est-à-dire comment on extraire les données pertinentes depuis des sources de données hétérogènes. Ensuite, comment on transforme ces données hétérogènes-là
pour être homogène afin d'alimenter notre data warehouse. D'accord? Et la dernière phase, loading, c'est pour télécharger ces données dans votre entrepôt de données. On va voir aussi un ETL sur le SGBD SQL Server Express 2019. D'accord? C'est dans le but de créer un entrepôt de données dans SQL Server. Et enfin, on va voir un outil de visualisation de données sous forme de tableau de bord qui est l'outil Tableau. Donc l'entreprise Tableau fournit plusieurs, si vous voulez, plusieurs versions de l'outil Tableau. Donc nous avons par exemple Tableau Public qui est une version gratuite, d'accord, destinée à n'importe quelle personne veut par exemple visualiser certains types de données, d'accord, mais bien sûr il est limité, c'est-à-dire on a un ensemble restreint de fonctionnalités. Par contre, il existe une version qui est commercialisée, d'accord, c'est-à-dire c'est une version payante qui est Tableau Software. Donc c'est une version complète. Elle contient n'importe quel ou bien elle permet de traiter n'importe quel type de base de données, n'importe quel type de dataset, ainsi de suite. D'accord? Cette version payante, ou bien oui, donc cette version payante de Tableau Software, elle existe dans une version qui s'appelle Tableau Student, d'accord, qui est destinée aux étudiants. C'est-à-dire vous, en tant qu'étudiant, vous avez un matricule, d'accord. Vous pouvez télécharger la version Tableau Student ou bien Tableau for Student, qui est une version complète, d'accord, de l'outil Tableau, mais qui est destiné aux étudiants, c'est-à-dire vous avez un abonnement d'une année où vous pouvez utiliser Tableau for Student en utilisant votre matricule de l'université. Est-ce que c'est clair ce point-là? Très bien. Et à la fin, bien sûr, vous devez démontrer votre réalisation de TP. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? En ce qui concerne le plan de cours et le plan de TP, est-ce que vous avez des remarques ou bien des ajouts? Très bien. Donc on va voir le contenu de cours et de TP au fur et à mesure pendant nos séances. Maintenant, pour introduire l'entreposage de données, c'est-à-dire pour définir la notion de l'entreposage de données, donc le terme entrepôt de données, on dit entrepôt de données, ou bien donc on a l'acronyme EDD, c'est-à-dire E pour entrepôt, D pour entrepôt de données, d'accord, ou bien base de données décisionnelle. Donc lorsqu'on dit base de données décisionnelle, c'est l'équivalent d'un entrepôt de données, parce qu'une base de données décisionnelle, ce n'est pas une base de données simple, c'est-à-dire elle n'est pas une base de données opérationnelle ou bien relationnelle, mais c'est un entrepôt de données. Donc une base de données décisionnelle, c'est un entrepôt de données. Ou bien en anglais, c'est Data Warehouse. Comme acronyme, donc nous avons des WH. Donc désigne une base de données spéciale utilisée pour collecter, ordonner, journaliser et stocker des informations provenant de bases de données opérationnelles afin de fournir un scale à l'aide de la décision dans l'entreprise.
C'est-à-dire que l'entrepôt de données permet de collecter des données pertinentes depuis plusieurs sources de données hétérogènes, d'accord, afin de réaliser ou bien afin d'aider les décideurs à prendre des décisions pertinentes. D'accord ? Donc c'est ça le but de l'entrepôt de données, c'est intégrer de données pertinentes depuis plusieurs sources de données hétérogènes, d'accord, afin de prendre des décisions pertinentes au niveau de l'entreprise. Maintenant, le défi des grandes entreprises, c'est comment transformer leur système d'information qui avait une vocation de production en un système de business intelligence dont la vocation de pilotage devient majeure. C'est-à-dire que dans une entreprise, nous avons par exemple plusieurs systèmes ou bien plusieurs bases de données qui sont hétérogènes entre eux. Par exemple, nous trouvons une base de données pour le stock, une base de données pour la gestion des employés, une base de données pour la gestion des clients, par exemple une base de données pour les produits, ainsi de suite. Maintenant, le défi des entreprises, c'est comment intégrer ces données hétérogènes qui se trouvent dans des systèmes opérationnels différents, d'accord? Comment les intégrer dans un seul entrepôt afin de visualiser, si vous voulez, ou bien de prendre des décisions stratégiques de l'entreprise afin de bien piloter ces entreprises. Donc, la finalité d'un système business intelligence, donc business intelligence, c'est le mot anglais de l'informatique décisionnelle, si vous voulez. Donc, la finalité d'un système business intelligence, c'est le pilotage de l'entreprise, c'est-à-dire comment on pilote notre entreprise afin par exemple, de réaliser, par exemple, des gains dans certains domaines. Donc, si on veut schématiser tout ça, d'accord? Donc, nous avons des bases de données opérationnelles qui sont hétérogènes, c'est-à-dire une base de données, par exemple, pour la gestion des clients, une base de données pour la gestion par exemple, de produits, une base de données pour la gestion du stock, ainsi de suite, qui sont hétérogènes, d'accord? On applique un système business intelligence, ou bien on applique un système de l'informatique décisionnelle sur ces données-là, d'accord? Afin de réaliser des tableaux de bord, ou bien des rapports, dans le but de piloter l'entreprise, ou bien pour répondre aux besoins, ou bien pour répondre aux questions des décideurs. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, c'est bien ça la définition générale d'un entreposage de données. Donc, si on veut schématiser les systèmes de business intelligence, ou bien les systèmes BI, donc, au début, qu'est-ce qu'on a? Au début, nous avons des sources de données qui sont hétérogènes. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une base de données dans l'entreprise, par exemple, une base de données sur les clients. Cette base de données sur les clients se trouve, par exemple, dans le SGBD SQL Server. Elle se trouve dans le cloud, par exemple, et elle se trouve dans un fichier plat. Par exemple. Maintenant, par exemple, pour représenter un client, là, pour donner le nom d'un client, dans la base de données SQL Server, le nom de l'attribut, par exemple, c'est nom. Donc, pour présenter les noms, donc le nom du champ, c'est nom. Par contre, dans le fichier plat, pour représenter le nom des clients, j'ai client. Donc, à ce niveau-là, on a une hétérogénéité des formats des données. Donc ici, pour présenter les clients, j'ai l'attribut nom. Par contre, ici, pour représenter les clients, j'ai l'attribut client. Donc ici, on a une hétérogénéité des données, si vous voulez.
Donc, les données qui se trouvent ici sont hétérogènes entre eux. Pour les rendre homogènes, afin de les stocker dans un seul entrepôt de données, on va par exemple utiliser des ETL. C'est quoi un ETL? Donc, ce sont des outils. Donc, c'est l'acronyme de Extract, Transform and Loading. D'accord? Donc, ce sont des outils qui permettent d'extraire des données pertinentes depuis plusieurs sources de données hétérogènes, de les transformer afin de les rendre homogènes dans le but de l'entreposage de données ou bien dans le but d'alimenter notre data warehouse. Maintenant, une fois on alimente notre data warehouse en utilisant ou bien par les données pertinentes, on peut maintenant appliquer la restitution des données, soit par la visualisation des données en utilisant des tableaux de bord, soit par l'application des algorithmes de data mining, par exemple l'application des algorithmes de l'IA afin de prédire quelques mesures de performance. D'accord? On peut appliquer des cubes OLAP sur nos bases de données ou bien sur nos data warehouse. Nous pouvons par exemple réaliser des rapports. Par exemple, le chef d'entreprise veut savoir par exemple quels sont les clients qui ont réalisé des commandes dans le mois de janvier 2022 par exemple. Donc, on peut, après avoir intégré ces données-là dans un entrepôt de données, on peut visualiser ou bien on peut créer un rapport qui répond aux besoins de notre décideur. En ce qui concerne les ETL, donc on a plusieurs ETL dans le marché, tels que, je cite par exemple Pentaho Data Integration. Donc, Pentaho Data Integration, c'est un ETL gratuit de la suite Pentaho ou bien de l'entreprise Pentaho. Donc, c'est Kittel à l'origine. Donc, avant qu'il soit Pentaho Data Integration, il était un logiciel qui s'appelle Kittel. D'accord? Donc, c'est un logiciel qui permet d'intégrer les données, d'accord, afin de les stocker dans un entrepôt de données. Nous avons aussi, par exemple, l'ETL Talent, donc Talent Open Studio for Data Integration. C'est un ETL qui permet aussi l'intégration de données, la transformation de données et le chargement de données dans un entrepôt de données, si vous voulez. Donc, voici par exemple le workbench de l'outil Talent Open Studio. Donc c'est un workbench qui ressemble à Eclipse. Donc, vous avez ici une liste déroulante bon, Attends, juste des questions. Oui. Vous avez partagé l'écran. Ah, l'écran n'est pas partagé. Oui. D'accord. Je m'excuse. Je vais partager l'écran. Pourquoi vous n'avez pas demandé au début? Madame, je croyais que c'était juste en radio. Non. Attendez. Je m'excuse, je n'ai pas fait attention. Donc, je m'excuse, je n'ai pas fait attention que l'écran n'est pas partagé. Alors, est-ce qu'il est partagé maintenant? Oui, madame. D'accord. Donc, je répète, d'accord, enfin, d'une manière bref. Donc, voici le plan de cours. Donc, nous avons le premier chapitre sur l'intégration de données, le deuxième chapitre sur Big Data, d'accord, et le dernier chapitre sur les données biologiques dans le cloud. En ce qui concerne le plan de TP, donc nous avons d'une manière générale un projet à réaliser durant le semestre, d'accord.
Donc, je vais vous donner les datasets, d'accord, ainsi que les objectifs de votre TP. Également, je vais vous faire des ateliers sur le TIA Talent Open Studio, comment intégrer les données, sur le SGBD SQL Server, comment créer un entrepôt de données, et sur Tableau Public, c'est comment créer un tableau de bord. Donc ici j'ai présenté une introduction sur l'entreposage de données, d'accord. Voici le schéma que je vous ai présenté. Donc voici le schéma. Donc nous avons les sources de données opérationnelles, d'accord, qui sont hétérogènes, d'accord. Un système BI ou bien un système Business Intelligence permet de collecter des données pertinentes depuis les bases de données opérationnelles, d'accord, afin d'alimenter le data warehouse, d'accord, dans le but de réaliser des tableaux de bord, ou bien des rapports, ou bien si vous voulez plusieurs types de restitution de données, d'accord. Voici le schéma général, si vous voulez, d'un système BI ou bien d'un système décisionnel. Donc, je vous ai dit qu'il y a par exemple, nous avons plusieurs sources de données qui sont hétérogènes. Donc, par exemple, on va traiter par exemple la gestion de stock. Donc, nous avons une base de données de stock qui se trouve par exemple dans une base de données SQL Server, dans une base de données de type MySQL, par exemple dans le web, d'accord, des données qui se trouvent dans le site web, par exemple. Donc, les données peuvent être hétérogènes. Par exemple, si on parle de gestion de stock, par exemple, si on veut présenter un produit, il se peut que le nom de champ est différent dans ces sources de données-là. Donc, l'ETL permet d'intégrer ces données-là, d'accord? On fait extraire les données pertinentes, de les transformer pour les rendre homogènes et enfin de les charger dans un entrepôt de données. Après avoir chargé les données pertinentes qui répondent aux besoins des décideurs dans un entrepôt de données, maintenant on peut appliquer une certaine méthode de restitution de données telles que les tableaux de bord, d'accord, tableaux de bord afin de visualiser par exemple certaines mesures de performance. Par exemple, on peut appliquer des méthodes de data mining sur cet entrepôt de données-là, en utilisant par exemple des algorithmes de l'intelligence artificielle, de machine learning, ainsi de suite. On peut appliquer par exemple, ou bien on peut visualiser une certaine partie de l'entrepôt de données en utilisant les cubes OLAP. Et on peut, par exemple, réaliser des rapports pour visualiser quelques mesures. D'accord? En ce qui concerne... Oui? Oui, les rapports consistent à répondre aux besoins par exemple, de chef de département, par exemple d'un employé. C'est-à-dire, le rapport consiste à réaliser des rapports statistiques, si vous voulez, ou bien des rapports visuels, mais qui sont destinés à un employé simple dans une entreprise. D'accord? Par contre, les tableaux de bord, donc les tableaux de bord, c'est presque la même chose avec les rapports, donc ils sont ou bien ils représentent des graphes, ou bien un ensemble de graphes, d'accord, mais qui sont destinés au chef de l'entreprise, c'est-à-dire ils répondent aux besoins stratégiques de l'entreprise. Donc, les tableaux de bord sont destinés aux décideurs de l'entreprise, ou bien le PDG, si vous voulez, d'accord, qui répondent aux besoins stratégiques de l'entreprise. Par contre, le rapport,
c'est la même chose, donc c'est un ensemble de graphes, d'accord, des statistiques, qui permet de répondre aux besoins, par exemple, d'un ingénieur ou bien de chef de département, de l'entreprise, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair la différence entre tableau de bord et rapport? D'accord? Voici un exemple de tableau de bord. Par exemple, donc nous avons un graphe, par exemple, qui représente le chiffre d'affaires, par exemple, le chiffre d'affaires de vente, par exemple, dans une entreprise. Donc c'est un tableau de bord où nous avons plusieurs graphes, d'accord, qui permet de répondre aux besoins d'un décideur. Pour les ETL, il existe plusieurs ETL dans le marché. Donc, j'ai dit qu'il existe par exemple Pentaho Data Integration, par exemple Talent Open Studio. Donc, nous avons plusieurs ETL. Il y a des ETL qui sont gratuits, d'accord, mais il y a d'autres ETL qui sont payants. Donc, ce sont des ETL propriétaires, d'accord. Pour Talent Open Studio, donc c'est un ETL gratuit, mais il existe une version qui est payante. Donc l'entreprise Talent fournit plusieurs types d'ETL, parmi lesquels nous trouvons Talent Open Studio for Data Integration, qui est un ETL gratuit. Et on peut le télécharger et l'installer. Donc, sa fenêtre principale est similaire avec la fenêtre principale de Eclipse, d'accord? Donc, nous avons ici des fenêtres, si vous voulez, d'accord? Et ici, nous avons le plan de travail. Par exemple, ici, nous avons l'intégration, si vous voyez ici, Hadouma, ce sont des sources de données hétérogènes, d'accord? Et on va faire l'intégration de données, d'accord? Afin d'utiliser ou bien afin de stocker les données pertinentes dans un entrepôt de données. D'accord? Donc, on va voir en TP de quoi il s'agit l'intégration de données. Donc, même chose ici, c'est un tableau de bord en utilisant Power BI. Donc, c'est un outil de réalisation des tableaux de bord. Il est gratuit aussi. Donc, il permet de visualiser d'une manière graphique les données pertinentes afin de répondre aux besoins des décideurs. Donc j'ai résumé ici ce que je viens de dire. Donc la prise de décision stratégique dans un organisme nécessite le recours et le croisement de multiples informations qui concernent tous les départements de l'entreprise, par exemple production, ressources humaines, achat, vente, marketing, services après-vente, maintenance, ainsi de suite. Donc ces données sont généralement éparpillées au sein des départements et non connectées entre elles. Donc ce sont des données hétérogènes, c'est-à-dire que sont éparpillées dans plusieurs départements et on n'a pas une connexion entre ces données-là. Donc, qui sont aussi hétérogènes dans leur format technique et leur organisation structurelle, voire leur sémantique. Donc, nous avons une hétérogénéité de format et hétérogénéité de sémantique. Implémentées pour l'action et non pas pour l'analyse, c'est-à-dire les données qui se trouvent dans les sources de données sont des données qui ont été implémentées pour l'action et non pas pour l'analyse, c'est-à-dire ne sont pas des données dédiées à l'analyse. Donc nous, on va intégrer ces données-là afin de les rendre dédiées à l'analyse. Ces données-là sont volatiles au sein, ou bien sont volatiles au sens où leur mise à jour peut conduire à oublier des informations obsolètes. C'est-à-dire ici, on peut supprimer des données au niveau des sources de données. Donc, l'enjeu des systèmes décisionnels est de donner accès aux données existantes dans l'organisation sous forme intégrée afin de faciliter leur intégration croisée et massive. Donc, l'ABI désigne les moyens, les outils et les méthodes
qui permettent de collecter, nettoyer, consolider, modéliser, stocker et enfin restituer les données d'une entreprise en vue de fournir une aide à la décision au manager, c'est-à-dire au décideur. Donc le terme français, c'est l'informatique décisionnelle. Si je vous donne un exemple, par exemple, où on peut utiliser l'entreposage de données ou bien les systèmes BI dans une entreprise, par exemple, dans une entreprise, le directeur général ou bien le PDG de l'entreprise souhaite connaître l'évolution des frais de déplacement des collaborateurs de l'entreprise. Donc, il veut connaître l'évaluation des frais de déplacement des collaborateurs. Donc, comme solution, donc nous avons deux solutions. Soit fournir tous les justificatifs papiers, c'est-à-dire, c'est bon, notre PDG veut voir l'évolution des frais de déplacement des collaborateurs. Donc, soit on fournit les billets d'avion, les billets de réservation des hôtels, et ainsi de suite, sous forme de papier. D'accord? Soit on fournit directement un tableau de bord, comme celui-là, d'accord, qui permet de visualiser le montant, par exemple, par mois, des frais de ces frais-là. D'accord? Maintenant, afin de réaliser ce tableau de bord, il faut extraire les données pertinentes qui répondent aux besoins de décideurs depuis les sources de données hétérogènes qui se trouvent au niveau de l'entreprise. D'accord? Ensuite, de transformer ces données-là pour les rendre homogènes. D'accord? Et de les charger dans un entrepôt de données. D'accord? Dans la phase de restitution, ici, donc, après avoir alimenté le data warehouse par les données hétérogènes qui répondent aux besoins de notre décideur, on applique ou bien on crée des tableaux de bord pour visualiser ce que le décideur souhaite. Donc, c'est grosso modo en ce qui concerne l'entreposage de données d'une manière générale dans une entreprise. D'accord? Donc, dans une entreprise, si je veux présenter l'entreposage de données, donc, il consiste à l'intégration des données pertinentes qui se trouvent dans plusieurs sources de données hétérogènes de l'entreprise. D'accord? Donc, de l'intégrer, de les transformer et de les charger dans un entrepôt de données afin d'appliquer plusieurs types de restitution de données dans le but de réaliser ou bien de réaliser certaines mesures de performance telles que l'évolution des frais de déplacement des collaborateurs dans une entreprise. Donc, est-ce que c'est clair d'une manière générale l'idée de l'entreposage de données dans une entreprise? D'accord? Maintenant, si on parle de l'entreposage de données biologiques, d'accord? Si on veut définir c'est quoi la bioinformatique, donc la bioinformatique est la science dédiée à la gestion, l'organisation, la comparaison, la classification, l'analyse et la modélisation de l'information biologique, d'accord? Afin de produire des connaissances dans le futur. Donc, le synonyme de bioinformatique, c'est biology in silico, c'est-à-dire que la biologie en ordinateur. Comme nous avons in vivo, donc comme nous avons le terme in vivo, donc nous avons biology in silico, c'est-à-dire l'application, si vous voulez, de la biologie en informatique. C'est le terme bioinformatique. Donc, c'est l'intersection entre la biologie et l'informatique, c'est-à-dire l'étude de la biologie en utilisant des outils informatiques. Donc, pour la bioinformatique
intégrative, d'accord? Donc c'est Integrative Bioinformatics, donc c'est le terme anglais. Donc c'est une discipline de bioinformatique qui se concentre sur les problèmes de l'intégration de données pour les sciences de la vie. Donc nous avons tout un chapitre, d'accord, sur l'intégration de données biologiques, d'accord, donc qui permet d'intégrer les données biologiques pour répondre à un certain besoin. Donc les bases de données dédiées à la biologie sont un complément essentiel aux données de la littérature. Il existe une grande variété de bases de données qui sont bien sûr hétérogènes. Donc ici, c'est la même chose. Donc si on prend l'exemple de l'entreprise, donc dans une entreprise, nous avons par exemple plusieurs départements. Chaque département est spécialisé dans une spécialité. Donc chaque département possède une base de données spécifique au métier de ce département. Maintenant, si on veut répondre à un besoin stratégique d'un décideur de cette entreprise-là, on doit sélectionner les données pertinentes depuis les différentes sources de données qui se trouvent dans l'entreprise, d'accord, de réaliser l'entreposage de données afin de répondre aux besoins d'un décideur, soit sous forme de tableau de bord, soit sous forme d'application des algorithmes de data mining, ainsi de suite. Donc, c'est le même principe au niveau d'intégration de données biologiques. Donc, en ce qui concerne les données biologiques, nous avons plusieurs datasets ou bien plusieurs bases de données biologiques. Chaque base de données biologiques est spécialisée ou bien permet de représenter certains formes, d'accord? Maintenant, pour répondre à un certain besoin biologique, on doit traiter ces sources de données qui sont hétérogènes. Donc, cette diversité s'applique par la variété des données biologiques qui ne se limite pas aux séquences, d'accord, mais aussi par la variété des objectifs, c'est-à-dire l'hétérogénéité ici, c'est-à-dire on ne parle pas par exemple de séquences seulement, mais le problème ici consiste à la variété des objectifs visés par un médecin ou par un décideur si vous voulez. Donc, par la variété des objectifs qui ont présidé à leur conception. Donc, au début, avant de réaliser la conception, ou bien avant de réaliser l'intégration de données, on doit d'abord sélectionner les objectifs. D'accord? Donc, on doit d'abord sélectionner les objectifs. Ensuite, on va intégrer les données pour répondre aux non-objectifs qui ont été fixés auparavant. Donc, le problème majeur de la gestion des données biologiques ne résulte pas dans leur volume seulement, mais aussi au niveau d'hétérogénéité, tant en termes de nature ou bien en termes de format. D'accord? Donc, ici, nous avons la même chose, hétérogénéité en termes de nature ou bien en termes de format. Donc, la question fondamentale est ainsi de savoir comment intégrer ces données biologiques afin de les rendre accessibles et exploitables facilement, comme si elles figuraient dans une seule base de données qui est un entrepôt de données, afin de visualiser et analyser ces données-là. D'accord? Donc, c'est le même principe avec l'entreposage de données dans une entreprise. Donc, au début, on fixe nos objectifs. D'accord? On sélectionne les sources de données qui sont hétérogènes, on les rend homogènes. Ensuite, on intègre ces données pertinentes afin de charger notre entrepôt de données dans un but de visualiser et analyser ces données-là. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant?
Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je termine. D'accord, d'accord. Donc, après avoir intégré les données biologiques, on passe à la phase de la visualisation afin d'analyser quelques phénomènes biologiques. Donc, la visualisation de données biologiques est une branche de la bioinformatique concernée par l'application de l'infographie, la visualisation scientifique, la visualisation d'informations dans différents domaines des sciences de la vie afin, ou bien dans le but, d'analyser les données biologiques et tirer des conclusions stratégiques pour produire des connaissances, si vous voulez, dans le futur. Donc, plusieurs outils bioinformatiques ont été développés par des chercheurs, d'accord, pour la visualisation et l'analyse des données biologiques intégrées. Donc, on intègre d'abord les données, on les stocke dans un entrepôt de données afin de visualiser et analyser ces données-là selon certains nombres d'objectifs qui ont été déjà, par exemple, soulignés au début. Donc plusieurs chercheurs ont réalisé des outils de visualisation. Si on cite par exemple en 2008, donc Pavlopoulos et autres chercheurs ont réalisé un aperçu, ou bien c'est un article qui s'intitulait par un aperçu des outils de visualisation pour l'analyse des réseaux biologiques. D'accord? Donc, plusieurs chercheurs spécialisent dans la réalisation des outils de visualisation des données biologiques afin de tirer quelques conclusions biologiques. Donc, le développement de telles méthodes d'analyse intégrative, des méthodes d'analyse intégrative. Pourquoi? Parce que la base, c'est des données intégrées. Donc, après avoir intégré des données dans un entrepôt de données, on peut maintenant réaliser analyse intégrative, c'est-à-dire analyse qui sera appliquée sur des données intégrées. Et c'est un défi majeur en bioinformatique. Donc, l'intégration de données bioinformatiques est un défi majeur en bioinformatique et représente un domaine de recherche important dans le monde. Donc, parmi les approches permettant l'analyse intégrative de différentes données omiques, omique est constitué de diverses disciplines de la biologie dont les noms se terminent par le suffixe omique. C'est-à-dire, lorsqu'on dit données omiques, on parle de la génomique, de la protéomique, de la métabolomique, de la métagénomique et de la transcriptomique. Donc, les données omiques regroupent tous ces disciplines-là. D'accord? Donc, parmi les approches permettant l'analyse interactive des données omiques, nous citons par exemple les approches de factorisation de matrices. Donc, se sont révélées particulièrement efficaces. C'est quoi l'idée? Donc, ici, l'idée est que chaque jeu de données omiques est représenté sous forme d'une très grande matrice. Donc, on a plusieurs jeux de données omiques. Par exemple, le premier jeu de données omiques, ou bien le premier dataset, sera représenté dans une grande matrice. D'accord? Ensuite, à la fin, on aura plusieurs matrices, où chaque matrice représente un certain jeu de données. Donc, ces matrices sont ensuite factorisées, c'est-à-dire décomposées en produits de deux matrices, avec la contrainte qu'une des matrices du produit soit commune aux différentes données. D'accord? Pour ne pas perdre le chemin
données. Donc, cette technique permet de réduire la dimension des données ainsi que d'en extraire le signal biologique conjoint, si vous voulez. Nous prenons l'exemple de ce travail, d'accord? Donc, c'est un nouveau travail qui a été réalisé en 2021 et qui a été publié dans la revue Nature, d'accord? Donc, la revue Nature, c'est la première revue au niveau mondial. Récemment, donc, dans une étude publiée dans la revue Nature Communication en 2021, donc ici, les auteurs de cet article donc, ont sélectionné et décrit 9 approches de factorisation de matrices dédiées à l'intégration de données multi-omiques. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé un état de l'art dans leur travail où ils ont cité 9 approches, ou bien 9 approches dédiées à l'intégration de données multi-omiques en utilisant ces matrices-là. Donc, ils ont évalué leur performance. Donc, ils ont évalué la performance des 9 méthodes. D'accord? Donc, ils ont évalué leur performance par des comparaisons rigoureuses dans différents scénarios pertinents pour la recherche sur le cancer. Donc, ils ont donc leur but, ou bien leur mesure de performance, si vous voulez, c'est la recherche du cancer. D'accord? Donc, les performances des méthodes pour identifier des sous-types de cancer sont évaluées sur des données simulées et des données réelles. Donc, ils ont utilisé des données réelles de l'atlas du génome du cancer ainsi que des données simulées. Donc, l'atlas du génome du cancer, donc c'est un projet qui fut lancé en 2005 pour cataloguer les mutations génétiques responsables du cancer en utilisant le séquençage génomique de la bioinformatique. D'accord? Donc, il a été développé en 2005. Donc, ici, les auteurs ils ont utilisé les données qui se trouvent dans l'atlas du génome du cancer, ainsi que des données simulées afin de réaliser leur comparaison. Alors, j'ai terminé cette introduction du module, si vous voulez. J'aimerais bien savoir si vous avez des questions ou bien des questions ou là des points qui ne sont pas clairs. Alors, est-ce que vous avez des ajouts? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, d'accord. Donc, c'est clair pour tout le monde? Si vous avez des questions, par exemple, des questions au niveau de TP, de cours, questions d'une manière générale, je suis à votre service. Qu'est-ce qu'on va faire avec mon TP exactement? Est-ce que c'est des bases de données Oui, je vais vous donner des datasets hétérogènes, d'accord? Des bases de données, oui, des datasets hétérogènes afin de les intégrer, d'accord? Par exemple, je vous donne deux datasets, d'accord? Par exemple, il y a des données qui se trouvent dans le premier dataset et qui ne se trouvent pas dans le deuxième dataset. Et je vous donne, par exemple, les objectifs à viser. D'accord? Ensuite, on fait quoi? On fait l'intégration des données pertinentes depuis
depuis le premier dataset et le deuxième dataset afin d'alimenter notre entrepôt de données, d'accord, dans le but de visualiser ces données-là ou bien de répondre aux non-objectifs fixés au début. Est-ce que c'est clair? D'accord, très bien. Zido, est-ce qu'il y a d'autres questions d'ordre général? Donc ici l'idée générale est que nous avons des objectifs au début à viser, d'accord? Ou bien nous avons par exemple des questions où on veut visualiser certaines mesures, d'accord? Pour répondre à ces questions-là, comme matière première, par exemple, nous avons plusieurs sources de données qui sont hétérogènes. Hétérogènes dans n'importe quel sens, dans le sens de format, dans le sens de données, l'essentiel des données hétérogènes. Maintenant, afin de répondre à nos objectifs ou bien à nos besoins, il faut intégrer certaines données entre eux depuis ces datasets-là. On les intègre dans un entrepôt de données afin de visualiser ou bien de visualiser les résultats sur nos questions. Est-ce que c'est clair? Très bien. Zido, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Est-ce que les propriétés des bases de données cohérentes, on va utiliser dans ce contexte-là? Qu'est-ce que tu veux dire par les propriétés? Dans ma cohérence, par exemple, d'une base de données, est-ce que ce sera la même chose sur qu'est-ce qu'on ressort? Oui, la cohérence dans quel sens? Par exemple, la cohérence entre, par exemple, les deux sources de données, tu veux dire? Oui, on peut étudier par exemple le premier dataset. Tu veux dire le type de dataset, par exemple le premier, par exemple sous Access et le deuxième, par exemple sous fichier plat, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par la cohérence? Non, qu'est-ce que oui? À chaque fois que j'entends parler de Big Data, on parle par exemple, quand les propriétés d'une base de données, on va pas l'utiliser directement. On va pas être utilisé dans le Big Data. Oui, lorsqu'on parle de Big Data, on parle d'entrepôt de données, oui ou non? Oui, c'est-à-dire les caractéristiques d'un entrepôt de données ne sont pas les mêmes avec les caractéristiques d'une simple base de données. Par exemple, la modélisation. Par exemple, pour modéliser un entrepôt de données, par exemple, nous avons trois modèles. Soit un modèle en étoile, soit un modèle en flocon de neige, soit un modèle en constellation. Par contre, dans une base de données, autre chose, par exemple, nous avons un diagramme de classe pour représenter une base de données, par exemple, sous SQL Server. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Voilà, oui, bien sûr. On va étudier l'entrepôt de données, c'est-à-dire que comment je modélise un entrepôt de données, quelles sont les sources de données, comment j'opte pour le modèle en étoile, ou bien pour le modèle en constellation, ou bien celui de flocon de neige, ainsi de suite. Donc, on va étudier bien sûr les propriétés d'un entrepôt de données. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est bien ça? Ok, très bien, merci, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'est bon? C'est bon pour cette première séance d'introduction? Très bien, très bien. Alors, je vous remercie pour votre écoute, d'accord? Normalement, la semaine prochaine, nous avons des cours en présentiel, non?
Très bien. Donc, en attendant